Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Quelque chose qui n'est pas forcément complètement monétisable, mais c'est le coût du risque, c'est-à-dire les premières années où toi tu as porté tous les risques sans savoir si ça allait fonctionner ou pas. Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yaniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Notion. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yaniro Wiki, allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie-Laure, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, je vais bien, merci de me recevoir et merci de prendre part à cet échange avec moi. Merci de me recevoir aussi parce que là c'est une première, je sais pas toi de ton côté, mais c'est une première pour nous chez Yaniro. Là c'est pas un épisode où on reçoit Marie-Laure, moi c'est un épisode que je fais avec toi parce que c'est un featuring quelque part, Human Factor de Yaniro cross droit devant. Exactement, un épisode un peu croisé qui va donc sortir sur nos deux podcasts et pour moi aussi c'est une première. Bon, écoute, on va faire cette première ensemble. Comment on fait ? Moi, je suis tout confus. Il faut qu'on se présente un peu l'un l'autre. Ça va faire drôle peut-être pour les gens qui ont l'habitude de t'écouter, de te voir te présenter. Mais en tout cas, je sais que nos auditeurs auditrices ne te connaissent pas. Donc, tu voudrais ouvrir le bal ? Allez, j'y vais, c'est parti. Je m'appelle Marie-Laure Méolan, je suis avocate au sein d'un cabinet que j'ai cofondé qui s'appelle Victoire Avocat. Et j'interviens en droit du travail, donc essentiellement du côté des entreprises, pour les conseiller sur toutes les actes de la vie courante qu'elles sont amenées à implémenter dans leur structure, c'est-à-dire je vais les aider sur leur contrat de travail, leur règlement intérieur, la mise en place du CSE, sur tout le volet conseil, les accords sur le temps de travail, et puis je vais aussi les assister lorsqu'elles sont dans une phase contentieuse, c'est-à-dire lorsqu'un salarié va les attraire devant le conseil de prud'homme pour leur demander un certain nombre de sommes ou de revendications. À ce moment-là, je vais les assister et plaider pour elles dans toute la France pour les défendre. À côté de ça, j'ai un podcast qui s'appelle Droit devant, le droit du travail innovant, sur lequel cet épisode va donc sortir. Et puis alors, de ton côté, Alexis, toi, l'honneur, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ton activité, qui tu es ? Tout à fait. J'ai pas l'habitude de faire ça dans le podcast, mais je vais me lancer. Aujourd'hui, je vous parle en tant que fondateur de Yaniro. Donc Yaniro, c'est une entreprise qui accompagne les startups et les scale-up en forte croissance, notamment sur des sujets humains. Notamment, on aime bien dire que notre métier, c'est d'aider les individus clés des startups et scale-up à grandir aussi vite que la boîte sans se faire mal. Donc de manière très concrète, on forme des managers parce que qui est un schéma qui est très classique dans les entreprises type startup scale-up, c'est des primo-founders qui nomment des primo-managers qui gèrent des gens sortis d'école, donc c'est pas forcément toujours très facile. Donc notre job, c'est de recueillir des gens qui sont formidables mais qui viennent de découvrir le management et 3 mois après, ils reviennent et ils sont super solides en termes de leadership et ils ont compris, j'allais dire, c'est quoi la carte, les boussoles, les outils pour faire ça, et c'est mieux de le faire en 3 mois avec les bons outils que de tâtonner pendant 3 ans en faisant beaucoup de dégâts sur le chemin, ce qui est un peu malheureusement ce qui peut se passer quand on n'a pas les bons outils. Et l'autre grande partie de notre métier, c'est l'executive coaching. Donc pour des profils plutôt fondateurs, fondatrices ou top managers, pour des startups un peu plus grosses comme Payfit ou Ornica, des choses comme ça, on accompagne vraiment sur un mode individuel. Donc l'executive coaching, si vous n'êtes pas familière avec ce que c'est un peu un mix entre du coaching sportif et de la thérapie. Donc c'est à la fois quelqu'un qui vous aide à enfin réussir ce marathon en croyant en vous, en vous donnant un programme, et quelqu'un pour vous soutenir quand la solitude du dirigeant ou de la dirigeante est assez forte et que la vie est dure. Et donc on existe depuis un petit moment maintenant, on a accompagné une centaine de boîtes, on est une dizaine dans la boîte, et on se retrouve aujourd'hui avec Marie-Laure parce que un des sujets qui me plaît le plus, c'est ce que je fais côté podcast, dont j'ai le plaisir d'être hôte comme Marie-Laure, avec le podcast The Human Factor de Yaniro, dans lequel en fait tous les mercredis je rencontre un ou une DRH d'une super startup et on parle des sujets qu'il ou elle maîtrise le mieux. Donc on a pu faire un épisode sur comment on crée une grille de rémunération, comment on fait du sourcing, comment on gère la diversité et l'inclusion, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je suis très content d'être reçu chez toi, Marie-Laure, et inversement. Et inversement.
Très clair, ok. Ben, merci pour cette présentation. Du coup, de quoi on parle? Parce que c'est bien beau de décider de travailler sur un épisode commun, Marie-Laure et moi-même, mais on s'est posé la question de se dire, bon, il faut qu'on aborde un sujet sur lequel on est à la fois intervieweur-interviewé, donc il faut quelque chose qui nous rassemble. Et je te laisserai voir un peu comment toi tu l'as ressenti, Marie-Laure, mais on voulait se dire, c'est quoi les outils qui permettent de fidéliser, motiver, embarquer les collaborateurs, collaboratrices dans son entreprise, parce que c'est quelque chose qui nous permet d'être vu à la fois d'un point de vue juridique. C'est quoi les outils qui existent et comment on met en place ces outils pour être dans les clous du droit du travail concrètement. Donc c'est évidemment le sujet sur lequel je ne connais rien. Et la partie plutôt, une fois qu'on a les bons outils, comment s'assurer qu'ils fonctionnent, quoi. Comment tu raconterais le thème de cet épisode? Alors, comment je raconterai le thème de cet épisode? Moi, j'ai un sujet récurrent chez mes clients qui est l'attractivité et la rétention des talents, qui est quelque chose qui revient de façon très, très récurrente. Et donc, je suis très souvent interrogée sur la manière de fidéliser les collaborateurs. Donc, moi, j'interviens sur le volet juridique pour proposer des outils juridiques. Donc, en général, ça passe par un intéressement dont on parlera plus en détail tout à l'heure. Voilà, comment on fidélise. Et ça, je sais le faire. Mais néanmoins, il y a tout un volet ensuite un petit peu éducationnel et pédagogique derrière qui consiste à exploiter ces outils et les mettre en avant, les expliquer aux gens, aux collaborateurs pour qu'ils puissent déployer tout leur potentiel. Et ça, c'est un peu ton périmètre d'intervention en réalité. C'est pas une étape que je suis chez mes clients. Et donc, je pense que voilà, on est vraiment à la croisée des chemins. Comment rendre ces outils juridiques parfaitement efficients? Et c'est là où tu interviens et que je me suis dit qu'on avait des choses à faire ensemble. Dur de bricoler sans les bons outils, mais les bons outils font pas le bon bricoleur nécessairement, quoi. Exactement, c'est un bon résumé. Écoute, moi, je te laisse ouvrir le bal. Parlons un peu des outils. Qu'est-ce qui existe et comment ça se modélise d'un point de vue juridique? Comment on met ça en place? Alors, il y en a plusieurs des outils. On va parler des outils qui sont peut-être plus pas uniquement symboliques, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler des abonnements dans des clubs de gym, des tickets restaurants, des choses. Le baby-foot des startups. Voilà, le baby-foot des startups. Donc ça fonctionne, hein, évidemment. Mais là, on va peut-être être focus sur les outils un peu juridiques qui sont de manière assez régulière. Demandé par les entreprises que je conseille. Donc, on a principalement les primes et les rémunérations variables, comment ça se structure, comment ça se formalise et comment ça se gère. En plus, il y a aussi un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène, c'est les dispositifs d'intéressement et de participation. Et puis, enfin, il y a aussi un sujet sur les BSPCE. Comment ça, même chose en fait, comment ça fonctionne et à quel moment on peut proposer cette option à ses collaborateurs. Donc voilà, c'est un peu ce qui revient de façon régulière. Après, il y a aussi tout un tas de sujets sur lesquels j'ai vu que Human Factor avait déjà des épisodes à son actif sur notamment la mise en place du télétravail et aussi la semaine de 4 jours sur lesquels tu as interviewé, je crois... Noëlla de Welcome to the Jungle. Exactement, ouais, Noëlla. Voilà. Donc ça aussi, hein, tout ça fait partie du même écosystème en réalité, si tu veux. Mais là, plus juridiquement, je pense qu'on peut déjà commencer par la rémunération variable. Typiquement, ça me semble être la base un petit peu. C'est vrai que je suis souvent sollicitée par des entreprises qui veulent mettre en place un plan de rémunération variable et qui savent pas tellement s'y prendre. Aujourd'hui, la rémunération variable, c'est 52% des cadres qui en bénéficient. Les sujets, c'est d'abord, est-ce que on propose un plan discrétionnaire, c'est-à-dire au bon vouloir de l'employeur, ou est-ce que on met sur la table un plan de rémunération variable avec des objectifs qu'on présente aux collaborateurs, qu'on explique aux collaborateurs et sur lesquels on va se fonder pour donner ou pas un bonus à la fin de l'année. Alors moi j'ai une question, je vais jouer le rôle du profane, hein, donc je serai beaucoup moins expert, désolé pour les auditeurs, auditrices de droit devant, hein, que d'habitude, mais je suis désolé si c'est cliché ce que je vais faire, mais pour moi une manière de modéliser ce qui est dans les clous du droit du travail, c'est d'essayer de comprendre
qu'est-ce qui fait qu'on est en dehors des clous. Donc typiquement sur la rémunération variable, parce que en plus il y a des, je vais être honnête, moi il y a des termes où je ne sais pas s'ils sont synonymes juridiquement ou si c'est des choses différentes. Typiquement un bonus, une prime, un variable, je ne sais pas c'est quoi la différence et du coup au-delà, une manière de comprendre la différence, c'est dans quel cas je peux me retrouver entre guillemets hors la loi ou pas entre guillemets du tout. Enfin, en tant qu'employeur, j'ai envie j'allais dire, d'avoir une rémunération qui est littéralement variable. Qu'est-ce que tu as vu toi comme cas dans lesquels en fait les gens pensent bien faire mais sont pas dans les clous quoi? Alors, ce que j'ai vu comme... Alors, d'abord, ce que je te propose, c'est de revenir sur la différence entre rémunération variable et bonus ou prime, d'accord? Donc, la rémunération variable, c'est celle qui va s'ajouter au salaire fixe. En principe, c'est ça. Ce qu'on appelle souvent prime ou prime discrétionnaire ou bonus, c'est une qualification qui regroupe donc des dispositifs qui sont versés, comme je te le disais tout à l'heure, au bon vouloir de l'entreprise. Donc, c'est elle qui décide annuellement si elle donne ou si elle donne pas. Et donc, dès lors que le bonus est qualifié de discrétionnaire, il n'y a aucune obligation de réitérer la pratique. C'est-à-dire qu'une année, tu peux donner 10 000 euros, l'année suivante, tu peux donner 20 000 et celle d'après, tu peux ne rien donner du tout. D'accord ? On est complètement dans le caractère discrétionnaire de cette rémunération. Dès lors que tu dis une rémunération sur objectif, un variable avec une feuille d'objectif, bah là, tu l'as fait signer à ton collaborateur et tu es tenu de la verser dès lors que les objectifs définis ont été atteints. Ça, c'est pour la différence entre les deux notions. Ensuite, qu'est-ce que je vois qui pose difficulté souvent, c'est quand tu as des objectifs qui découlent de cette fameuse feuille d'objectifs que tu as fini par décider de mettre par écrit et qui sont considérés comme inatteignables par les collaborateurs. Donc voilà, il apparaît que finalement aucun des collaborateurs de l'entreprise n'arrive à percevoir sa rémunération variable parce que en réalité la conjoncture ou le marché fait que ce que tu as défini au début de ton exercice, personne n'y arrive. Donc c'est démotivant pour les gens pour les collaborateurs et souvent quand ils s'en plaignent, et ben à ce moment-là on se rend compte que effectivement les objectifs étaient trop ambitieux. Et ça peut donner, on l'a pas fait forcément de façon consciente évidemment. On a parié sur une conjoncture qu'on avait et on était optimiste quand on l'a fait. Et puis en réalité, il se trouve que le scénario est pas si positif. Et du coup, on se retrouve avec des collaborateurs qui soutiennent que c'était inatteignable et qui demandent l'intégralité. Tu vois, le risque c'est ça, de demander l'intégralité du variable qu'ils auraient dû percevoir. Et c'est ça le risque juridique qu'on peut identifier. Donc ça, c'est le premier sujet qui est souvent mis sur le devant de la table. Le second, c'est une entreprise qui va décider de changer le plan de rémunération variable, de changer les objectifs en cours d'exercice. Alors que ces objectifs doivent être systématiquement fixés au début de ton exercice. Donc si tu es sur une année civile, au plus tard, au 31 janvier, tu donnes tes objectifs à tes collaborateurs. J'ai plein de questions, Marie-Laure, déjà, je peux te les poser? Oui, bien sûr. Donc déjà, ce que ça veut dire, c'est que le variable est dans le contrat de travail, juridiquement, contrairement à... C'est ça? Alors, il peut être dans le contrat de travail. Tu peux choisir de dire c'est dans le contrat de travail une ligne en disant il y aura possiblement un variable discrétionnaire et tu peux ne même pas le mettre. Si tu pars sur du discrétionnaire, tu peux ne rien mettre du tout et sur ton bulletin de paie, chaque année, dire prime discrétionnaire sur ta ligne de paye. D'accord. Voilà, donc ça c'est la première option. Oui. Et la deuxième, c'est que si tu décides de faire quelque chose de cadré et de mettre des objectifs par écrit, à ce moment-là, tu dois effectivement les communiquer au salarié pour qu'il en ait connaissance. Et là, tu es obligé de le faire parce que s'il n'en a pas connaissance, il te dira après qu'il est fondé à demander l'intégralité du variable parce qu'on lui a communiqué ses objectifs trop tard dans l'exercice ou qu'on ne les lui a pas communiqués du tout. Donc, quand c'est dans le contrat de travail et qu'il y a un débat, ça peut créer du contentieux. Quand on est dans du discrétionnaire, c'est entre guillemets une zone, pas de non-droit, mais entre guillemets qui est floue, quoi. Ouais, c'est plus facile effectivement à supprimer et j'ai des clients qui optent pour cette solution qui est aussi moins contraignante parce que le problème, c'est que si tu oublies de fixer les objectifs alors que contractuellement, tu t'es engagé à le faire chaque année, tu es en risque en fait. Donc j'ai beaucoup de clients qui optent pour le discrétionnaire. Mais du coup, ça signifie que finalement, tu peux pas en faire un argument de fidélisation des collaborateurs dès lors que c'est discrétionnaire en fait, tu vois. Et pareil, c'est des questions qu'on a dû te poser 1000 fois, mais moi je pense à un cas concret et je vais peut-être justement faire le pont avec l'univers startup et un peu le mode classique de mesure de la performance en startup. Ouais.
Donc, admettons, j'en sais rien, moi je suis commercial de je sais pas quel niveau, j'ai 55K annuels et 10K de variables, un truc comme ça. Et c'est dans mon contrat de travail, pour le coup. Ma question, c'est, et ça va avec ce que tu appelais des objectifs réalistes et réalisables et tout le débat qu'il peut avoir. La réalité, c'est qu'en tant que commercial, la notion de où se situent mes objectifs, c'est assez simple. Ça va être dans le closing, ça va être dans un chiffre d'affaires généré ou un truc comme ça, ou dans le nombre de leads générés. Par contre, tu as tout à fait raison. Typiquement en 2022, les marchés financiers avaient le vent en poupe, donc c'était plutôt facile de faire tomber des leads. En 2023, c'est pas le cas. La réalité de la manière dont les startups fixent de la performance, en général, ça va être au quarter, enfin donc au trimestre. Moi, je suis très curieux de savoir comment on crée un contrat de travail qui est solide, mais qui prend en compte le fait que les objectifs sont peut-être définis au trimestre en fonction des contingences économiques. Alors, ce que tu peux prévoir dans ton contrat, c'est que tes objectifs seront revus trimestriellement et unilatéralement fixés par la direction. Parce que tu as des entreprises qui décident de fixer conjointement les objectifs avec les collaborateurs, c'est plus rare, mais tu as aussi des entreprises qui décident de les fixer toutes seules. Donc, il suffit juste de prévoir dans ton contrat de travail que c'est vraiment une décision unilatérale de la direction, la fixation des objectifs. Ok, et donc oui, dans ce cas-là, entre guillemets, charge, vu qu'on est quand même dans le chapitre motivé, engagé, charge au manager de s'assurer qu'on est sur des objectifs qui sont bien motivants et pas démotivants, quoi. Exactement, en fait tout est une question, on en parlera probablement tout à l'heure, mais tout est une question de confiance qui s'instaure dans la relation. Et si structurellement sur tous tes exercices, tu fixes des chiffres qui sont parfaitement inatteignables pour tous, ce qui va se passer, c'est que les gens vont être complètement, c'est contre-productif, quoi, parce que les gens vont être démotivés. Top. Et du coup, tu parlais de la différence avec des variables discrétionnaires, donc les bonus, les primes. Ça, comment c'est encadré, ou plutôt quels sont les outils juridiques que tu connais qui permettent d'encadrer ça proprement? Parce que c'est sûr que s'il y a juste une petite ligne dans la job description qui dit vous aurez des sous peut-être de temps en temps et on verra quand, ça marche moins bien pour engager tout le monde. Et oui, en fait, dès lors que tu es sur du discrétionnaire, rien ne t'impose. Et d'ailleurs, à l'inverse, la jurisprudence considère, donc quand je dis la jurisprudence, c'est les juridictions en France, considèrent que si tu dis que c'est discrétionnaire, mais que tu fournis une méthode de calcul, en fait, tu n'es plus sur le discrétionnaire, ça veut dire que tu as contractualisé le dispositif. Donc en gros, tu l'as assuré, tu lui as donné un caractère pérenne, et tu l'as, comme si tu l'avais mis de façon indéterminée dans le contrat de ton collaborateur, quoi. Donc, il faut vraiment choisir l'option pour laquelle tu vas opter. Soit tu pars sur du discrétionnaire et tu n'as rien d'autre que ta parole à donner à tes équipes en disant, si jamais on fait une super année, vous aurez, je vous le garantis, 10% de votre... Voilà, ça c'est ton discours. Et si tu le tiens et qu'au fil des années, tous les ans, ça se passe comme ça, il y a quand même des chances que les gens finissent par te croire. Et puis, à l'inverse, si tu pars sur une lettre d'objectif qui est contractualisé, à l'inverse, de la même manière, tu t'y tiens, mais il faut choisir ta méthode de fixation, quoi. Ok, donc sur le variable, le plus robuste juridiquement, contractuellement, c'est du variable de salaire, qui est donc dans le contrat de travail, et sinon c'est discrétionnaire, modulo le fait qu'effectivement, si on peut démontrer par A plus B qu'il a été dit que dans les conditions X, Y, Z, j'aurai 10% de machin, là après on peut éventuellement... mais encore une fois, je vais rentrer là-dedans, on n'est pas dans du contentieux, là on est plutôt dans essayer d'engager les équipes. Tu vois autre chose sur la rémunération variable qui n'est pas encore l'intéressement et la participation, qui est un chapitre à part entière que tu aimerais présenter, qu'on doit savoir? Ça me semble assez clair. C'est vraiment qu'il faut se poser les questions. Tu vois, l'autre jour, j'ai un client au cabinet qui est venu me voir en me disant, en fait, il faut qu'on remette complètement à plat notre politique de rémunération variable, parce que tu vois, on avait prévu, c'était un peu le premier commercial de la société. Bon, finalement, on a fait une grosse croissance derrière. Donc, le premier, quand il est arrivé, on lui a consenti une feuille d'objectif où on a dit, à chaque fois que tu fais des ventes, on te verse des commissions à hauteur de 15%. Et puis, il s'est rendu compte qu'en fait, la signature du contrat, c'était bien, mais bon, c'était dans le dispositif, c'était de la fibre optique. Il était payé par les clients 6 mois après, et encore, des fois, il y avait des incidents de paiement. Donc, finalement, on a retravaillé pour que, en fait, ce qui génère la rémunération variable, c'est pas la signature du contrat, mais le paiement
par le client. Donc après, tu as toutes ces questions aussi sur si le collaborateur est absent, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui maintiens sa rémunération variable ou pas? Donc tu vois, il y a quand même pas mal de sujets sur lesquels il faut s'interroger en amont et bien bâtir de façon assez solide ce plan de rémunération variable avant de le déployer de façon plus large aux autres collaborateurs de l'entreprise. Donc peut-être faire une sorte de bêta-test avec un collaborateur historique avant de déployer de façon plus large. Alors, je vais prendre la balle sur ce chapitre-là, sur comment effectivement, avec un outil qui est bien pensé, on arrive à en tirer le maximum. Il y a deux éléments qu'on voit beaucoup en startup, en scale-up, qui peuvent être des très bonnes idées pour, entre guillemets, j'allais dire tirer le maximum. Spécifiquement sur le variable, il y a le benchmark. Parce que c'est un sujet de REM en fait globalement, et après il y a l'information et la clarté de l'information et de la modélisation de la manière dont ça fonctionne. Le benchmark, c'est très simple. Globalement, la logique, c'est à partir du moment où on est sur une logique de package entre guillemets de salariés, avec du fixe, du variable et d'autres choses, plus on a une idée de où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres versus avoir un peu des idées toutes faites dans sa tête, mieux on se porte et plus c'est facile. Parce que globalement, donc moi je vous conseille un outil, si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle Figures. C'est un outil français. Tu as d'ailleurs interviewé le fondateur, je crois. Bah oui, Virgile, qu'on salue, il est toujours très, très présent dans cet écosystème. Et parce qu'il a fait un truc super, en fait. Il a fait un bench qui permet de. Enfin, c'est pas un bench, c'est un outil qui permet globalement, vous ouvrez un poste, je sais pas moi, de Customer Success Manager. Vous pouvez dire, OK, Customer Success Manager à Paris, qui a 10 ans d'expérience, qui a ça, vous mettez toutes vos variables, vous êtes capable de savoir c'est quoi la fourchette de fixe, la fourchette de variable, et surtout où est-ce que ça vous positionne par rapport au marché. Donc typiquement, ça vous permet de faire des choses du type OK, moi je veux vraiment engager les gens, donc je veux bien les payer en comptant un variable notamment, et je suis capable de l'expliquer à mes collaborateurs ou à mes candidats, à mes candidates. Je suis capable de te dire, bah, là, ce poste-là, avec ce package-là, il le positionne au 90e percentile du marché. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a que 10% de boîtes dans le marché dans lequel tu peux gagner plus que ça à ISO compétences ou à ISO cas de figure. Je fais une petite incise là-dessus. Ça a un autre effet très bénéfique, c'est que ça réduit les écarts salariales hommes-femmes. Parce qu'en fait, ça réduit les problèmes de biais. On est capable de dire, bah voilà, c'est juste une manière de faire. Donc ça, c'est la première chose, ouais. Ouais. Et alors, en fait, donc toi, je comprends que tu vois des vertus dans l'idée de benchmarker et d'être assez transparent sur les rémunérations du marché qui se pratiquent en disant, bah, finalement, c'est la meilleure manière d'éviter les frustrations. Est-ce que c'est aussi quelque chose, ta position en fait sur le... est-ce que c'est aussi quelque chose que tu vas pouvoir, par exemple, conseiller en interne, ou c'est vraiment regarder la concurrence, regarder ce qui se fait sur des postes équivalents sur le marché sur lequel on intervient, ou c'est aussi quelque chose que tu conseilles de déployer en interne? Je ne sais pas si tu as une religion là-dessus. Alors, drôle, religion, je ne sais pas, mais donc en externe, c'est effectivement hyper important parce que ça permet de ne pas se mentir à soi-même. En gros, si je fais quelque chose de très caricatural, si vous payez sous le marché, notamment dans le milieu dont on parle, startup, scale-up, baby-foot, je te paye hyper mal, mais tu auras des pizzas et un baby-foot, si vous payez sous le marché, il ne faut pas s'étonner si les gens quittent le bateau après 2 ans. Bah, évidemment, ils peuvent trouver un autre salaire mieux facilement, donc ça c'est normal. Et à l'inverse, si on paye très bien, on part du principe que c'est plus facile de fidéliser, et notamment dans le variable. Et donc sur ouverture des salaires en interne, je pense que les deux existent. Je connais des boîtes très bien qui sont hyper transparentes. Je pense à Alan, à Zephyr, aux États-Unis, à Buffer. Ça a beaucoup de vertus. Je pense à des boîtes qui n'ouvrent pas. Ce qui est quand même la position par défaut, globalement. Il y a un point qui est très 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 important, c'est que dans le cas où on ouvre, il faut impérativement former les gens à cette pratique-là. C'est-à-dire la transparence, c'est pas quelque chose qui est inné, si je puis dire, et c'est quelque chose qui est un principe de vie en communauté, en collectif, sur lequel il faut que tout le monde ait les bons outils
pour comprendre comment ça marche. Je vais te donner juste un exemple qui est assez choquant, je pense, mais qui est intéressant. Une collègue à toi, une avocate que j'aime beaucoup, avait pratiqué la transparence des salaires dans son cabinet, je ne la citerai pas évidemment. Et un beau jour, en fait, donc c'est un très beau cabinet qui fonctionne très bien, ils font des trucs super, enfin elles font des trucs super, c'était que les femmes. Et un beau jour, en fait, parce qu'ils pratiquaient la transparence des salaires, donc tout le monde est très bien payé, parce que tout le monde fait beaucoup de choses très très bien. En fait, il y a les collaboratrices de cette avocate qui sont venues avec un tableau Excel en disant bah regarde, en fait, vu que tu gagnes beaucoup plus que nous, si on divisait ton salaire de temps, ça nous permettrait de nous payer tout temps, machin. Et c'était un truc à la truelle qui ne comprenait pas les charges salariales, la part de la rémunération de la fondatrice qui était en termes de dirigeante non salariée. Enfin, c'était un truc où déjà, c'est choquant en réalité de se retrouver avec une forme de mutinerie comme ça, notamment dans un monde où tout le monde est très très bien payé, où théoriquement c'est pas la question. Et d'autre part, c'est là où je parlais de formation, c'est que tu le sais très bien, la manière dont on modélise un salaire dans un business plan ou dans un plan de charge d'une entreprise, c'est un peu plus compliqué que juste je prends un chiffre, je le multiplie par le nombre de jours de l'année ou de mois dans l'année. Il y a des charges, il y a des appels de fonds, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je pense que quand on ouvre la transparence des salaires, notamment s'il y a des parties qui sont difficiles à comprendre, typiquement du variable, du bonus, des choses comme ça, des BSPCE dont on reparlera plus tard, il faut s'assurer que tout le monde soit formé à ces différents outils pour pouvoir le comprendre en tant que tel, et pas commencer à se faire des nœuds au cerveau du type mais attends, mais pourquoi un tel ou une telle gagne ça, c'est parce que c'est peut-être pas chargé pareil, quoi. Ouais, donc possiblement tu t'exposes quand même à ce type de revendications en interne si c'est pas suffisamment bien expliqué ou oui, si c'est exactement. Okay. En fait, c'est la même. Je fais alors pas de politique dans ce podcast, mais c'est la même chose que penser que c'est facile de modéliser les dépenses d'un État quand on est citoyen ou citoyenne. On peut avoir un avis politique sur ce qui se passe, les retraites et d'autres choses comme ça, moi évidemment, mais par contre j'imagine bien que c'est très compliqué de comprendre où on alloue l'argent plus la dette, des choses comme ça. Quand on est chef d'entreprise, à petite échelle, c'est ça. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas forcément complètement monétisable, mais c'est le coût du risque, c'est-à-dire les premières années où toi tu as porté tous les risques sans savoir si ça allait fonctionner ou pas, et où tu n'as pas forcément où tu t'es mis en danger sur des aspects de ta vie personnelle, professionnelle, tu vois, et puis les aspects que tu as, moi je le vois au sein du cabinet, en termes d'activité de développement, de prospection commerciale, que tout le monde n'a pas à assumer par définition. Donc effectivement, c'est difficile de comparer les choses qui ne sont pas comparables, quoi. Je te donne juste un dernier petit exemple, mais c'est rigolo. Alors nous, on essaye de faire ça en interne, le plus possible, de transparence, et je pense qu'on nous le... Enfin, ça se passe bien, du coup. Nous, on a une transparence sur les chiffres, en tout cas la plupart des chiffres. Mais il n'empêche qu'un tout petit peu de formation peut aider. Là, par exemple, nous, si on prend le tarif horaire de coaching, donc mon associé et moi faisons un petit peu de coaching aussi, et on a plusieurs coachs dans Yaniro qui font du coaching, et on a un tarif horaire qui est légèrement, mais c'est vraiment très, très peu, plus élevé que les coachs. Et à un moment donné, il y a eu du débat, il y a dit pourquoi, etc. Alors, on aurait pu couper le débat en disant monte ta boîte et fais ce que tu veux, et en réalité, la manière dont on l'a modélisé au démarrage, et la raison qui pousse ça, c'est pour une raison qui est très simple, c'est que tous les coachs de Yaniro ont une activité à côté, by design. En fait, on cherche que des coachs qui sont anciennement serial entrepreneurs ou VC, des gens qui ont un drive entrepreneurial très fort, et ces personnes-là, by design, ont des projets super intéressants et on veut surtout pas les enfermer. Donc en fait, un coach ou une coach Yaniro, on va dire, travaille probablement à entre 25 et 60% de son temps à nous consacrer, mais on s'attend à ce qu'ils fassent autre chose. Et ce qu'on leur dit, on leur disait, au-delà du fait qu'effectivement on se rémunère que comme ça, nous on est à 100% sur Yaniro. Ouais. Donc à un moment donné, faut bien qu'on s'organise quand même, quoi. Non, c'est sûr. Donc ça, tu l'avais pris dans les paramètres qui t'avaient amené à fixer ces tarifs différents. Ok, d'accord. Tout à fait. Ok, très clair. Et du coup, est-ce qu'on passerait pas, moi je suis très intéressé, au chapitre intéressement participation, parce que déjà, alors moi je vais commencer par un truc, j'ai jamais compris la différence entre les deux. D'accord. Y en a c'est quoi alors très simplement, il y en a un qui est obligatoire et l'autre qui l'est pas. Donc le dispositif d'intéressement n'est pas obligatoire. Celui de la participation, dès lors que ton entreprise compte plus de 50 salariés, tu as une obligation de mettre en place un accord de participation dans ta boîte.
Donc ça, c'est pour la différence. Globalement, à quoi ça sert? Toujours pareil, quoi, hein, impliquer le salarié dans le développement de ton activité, le motiver. C'est un peu le thème de l'épisode. Donc l'intéressement, c'est pas obligatoire, mais sinon ça fonctionne de la même manière. Donc je vais te parler de l'intéressement, mais ce sera exactement les mêmes dispositifs fiscaux, sociaux qui se déploient et qui s'appliquent sur l'intéressement et sur la participation. Donc tu le mets en place soit par un accord d'entreprise parce que tu as un CSE, un comité social et économique, ou alors parce que tu as des délégués syndicaux dans l'entreprise. Puis tu peux aussi le mettre en place par décision unilatérale, c'est-à-dire de toi-même, toi en tant que chef d'entreprise, tu prends une décision unilatérale. Quand tu es dans une entreprise de moins de 50 salariés, tu as la possibilité de le faire de cette manière. Et là, tu vas fixer ta formule qui va te permettre de calculer l'intéressement de tes collaborateurs. Donc, cette formule, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend la période durant laquelle le dispositif d'intéressement va durer. Comment tu calcules la période temporelle aussi? Est-ce que tu calcules par exemple les chiffres sur une année civile? Qui sont concrètement les bénéficiaires? Est-ce que tu étends ce dispositif à tous les salariés de l'entreprise ou tu exiges à l'inverse que certains aient une ancienneté minimale pour pouvoir leur ouvrir droit à ce dispositif? Et puis les dates de versement et enfin la formule de calcul. Donc là aussi, pareil, de la pédagogie à faire sur la manière dont fonctionne cette formule avec des manières différentes de fonctionner. Ce qu'on retrouve globalement, c'est EBE sur chiffre d'affaires et tu calcules comme ça. Alors, si tu es supérieur à un ratio de 15%, l'intéressement, tu vas pouvoir y avoir droit. Et à l'inverse, si tu es inférieur à cette fourchette de 15%, à ce moment-là, tu n'as pas d'intéressement. Donc, le principe de l'intéressement, c'est vraiment que c'est optionnel, quoi. Tu n'as aucune certitude sur le fait que ça va être versé ou pas. Et alors, tu disais c'est optionnel, mais il y en a un des deux, je suis désolé, j'ai oublié, qui est obligatoire. La participation. La participation. Non, mais alors, le dispositif est obligatoire. En revanche, le fait de savoir si les plafonds vont être atteints et que le déclenchement de la participation va être... en fait, il faut que les chiffres de l'entreprise soient suffisamment bons pour que ça te donne droit c'est-à-dire que même si l'accord existe, c'est pas pour ça que tu vas pouvoir en tirer des bénéfices si les résultats de la boîte sont pas bons, tu vois. Oui, bien sûr. Et si on prend la participation, je vais toujours faire un peu le pirate à essayer de penser à comment on tord des dispositifs et après on va voir comment on l'utilise vraiment pour engager, évidemment. Mais c'est parce que je ne les connais pas bien, ces dispositifs, donc j'en profite. C'est quoi les paramètres, entre guillemets, j'allais dire minimaux? Parce que si je prends, je pense que c'est pour une très bonne raison que le dispositif est obligatoire, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui dit, on va dire à partir du moment où l'entreprise fait du bénéfice, il y a participation, ou est-ce qu'il faut un certain niveau de bénéfice? Quand on dit on peut l'ouvrir à plus ou moins de personnes, est-ce que je peux faire un truc de sauvage où en fait j'ouvre que aux 2 mandataires sociaux et du coup c'est comme des dividendes, quoi? Non, alors non, c'est pas possible. Dès lors que tu as atteint ton effectif de 50 salariés, tu dois mettre en place un dispositif qui s'applique à tout le monde en fait. Donc après, tu vas peut-être possiblement pouvoir le proratiser en incluant des paramètres qui pourraient être par exemple le temps de présence sur l'exercice civil. Typiquement, si tu as des collaborateurs qui sont rentrés en cours d'année, tu vas pas leur verser un intéressement ou une participation complète sur l'exercice parce que tu vas proratiser ça au temps qu'ils ont passé depuis leur arrivée. Tu vas pouvoir intégrer un certain nombre de paramètres, mais il faut que ce soit des paramètres objectifs et tu peux pas réserver cet accord à une catégorie spécifique qui serait constituée uniquement des dirigeants d'entreprise, par exemple. D'accord, donc oui, on est sur ce modèle-là. Tu vois autre chose que juridiquement on devrait connaître sur l'intéressement et la participation? Tu nous as donné un peu les paliers, au-dessus de 50 personnes pour le déclenchement, on va dire, de la participation, et l'intéressement potentiellement en dessous. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est des dispositifs qui sont assez incitatifs, notamment pour les entreprises, parce que ça va permettre, donc ces sommes qui sont versées au titre de l'intéressement et de la participation ne sont pas assujetties à charges sociales, les charges sociales étant assez élevées en France. Voilà. Donc ça va venir en déduction, en fait, si tu veux, de l'impôt. Donc, il y a un dispositif fiscal qui est quand même assez avantageux puisque tu vas déduire de ton bénéfice imposable les sommes qui ont été versées au titre de l'intéressement. Possiblement, tu vas pouvoir passer ça en provision pour investissement. Donc,
il y a ce dispositif est très incitatif et puis normalement ces sommes-là vont être soumises à l'impôt sur le revenu pour le salarié qui les perçoit, mais si tu y accoles un plan d'épargne entreprise par exemple et que ces sommes sont affectées sur le PEE derrière, tu vas pouvoir en tant que salarié échapper à l'impôt sur le revenu. Donc il y a des montages aussi qui te permettent non seulement d'échapper aux cotisations sociales, mais aussi à l'impôt sur le revenu en tant que salarié. Donc c'est assez incitatif pour les entreprises et pour les collaborateurs. On peut, question vraiment idiote aussi, mais on peut mettre de l'intéressement ou de la participation sur du chiffre d'affaires et non pas sur du bénéfice, ou ces deux dispositifs sont pour du bénéfice et si on veut avoir un bonus, ça sera un bonus entre guillemets qui n'a rien à voir si on veut la coller au chiffre d'affaires? Alors en fait, il faut que ta formule, elle soit aléatoire. Il faut que tu n'aies pas de certitude que l'intéressement ou la participation va être acquis. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en fait, il faut qu'à un moment, il y ait une incertitude sur l'acquisition, sur le déclenchement de l'intéressement ou de la participation. D'accord. Ma question, c'était plutôt... Ça ne peut pas être juste 15% du chiffre d'affaires, en fait, si tu veux. D'accord, mais voilà, admettons, voilà, je fais, je sais pas, on va prendre des chiffres simples, 1 million de chiffre d'affaires, mais j'ai moins 100 000 de résultats nets à la fin. Parce que voilà, on est d'accord que je ne peux pas déclencher un intéressement ou une participation, quelle que soit ma formule, parce que j'ai pas de bénéfice, ou est-ce que si, il y a des formules qui permettent de la coller à autre chose? Il y a des formules qui permettent de le faire, en fait. Ok, d'accord, bah ça vient conditionner ce que je voulais dire juste après. Ouais, alors là-dessus, peut-être, quelques éléments sur comment on utilise cet outil au mieux. On est encore sur le sujet de la rémunération, évidemment, donc c'est très important de comprendre qu'à la base de la REM, il y a une philosophie de la rémunération. C'est-à-dire, c'est vraiment très important. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Si vous avez décidé que vous payez tel métier au 90e percentile, c'est pour une raison. Il y a une logique, parce que vous voulez les meilleurs, parce que j'en sais rien, c'est hyper important pour le boulot. Et ça, en fait, plus votre philosophie de la REM est claire au début, plus vous pourrez communiquer clairement dessus. Pourquoi est-ce que les techs gagnent une blinde et les sales sont payés au prix du marché? Parce qu'on a choisi de faire ça et qu'on veut. C'est très très important qu'on ait les meilleurs techs. Du coup, on s'en donne les moyens. Ok. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est encore autre chose. Et l'intéressement, la participation, c'est un formidable dispositif parce que ça permet de récompenser de la performance collective et de matérialiser de la performance collective. Tout le monde se donne à fond, pas que les commerciaux, pas que les marketeurs. Et à la fin, moi, je peux être office manager et donc être très orienté vers les bureaux. Et j'ai 1 000 € qui tombent à Noël. Enfin, c'est super chouette, quoi. Je prends un exemple pour le rendre un peu tangible, mais c'est vraiment super. La seule chose qu'il faut garder, c'est, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie que d'expliciter précisément quelles sont les règles du jeu. Pour que dès le début de l'année, tout le monde ait une petite idée de pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ça ou pas ça. Est-ce que tel ou tel corps de métier est dedans? Est-ce que les stagiaires sont dedans? Si je suis arrivé en cours de route, est-ce que j'ai une année complète ou est-ce que j'ai juste au prorata de mes mois? Enfin, tout ça, c'est la fameuse formule que tu décris. Je pense que vous ne pouvez pas faire d'erreur en prenant le temps de prendre un peu chaque item de la formule en disant on a choisi ça parce que ça. Et au moins vous le savez, et après on est d'accord ou pas, mais ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas de radio moquette ou d'espèces de théorie du complot de ah ouais mais en fait, parce que ça je l'ai vécu en tant que salarié, hein, des trucs du genre ah non mais là ils sont en fait exprès en train de réduire le truc pour qu'on n'ait pas d'intéressement et ouais, tout. D'accord. Non, c'est très clair. Alors après, tu as une obligation légale d'information qui est à la fois individuelle et collective et qui passe par la remise d'un document, notamment quand les salariés quittent l'entreprise, une fiche récapitulative et puis même sur chaque cycle d'avoir normalement, tu sais, tu crées un espace et ils peuvent se connecter et avoir accès aux données sur l'intéressement, la participation. C'est ce qui est fait. Donc cette information individuelle et collective, elle existe. Mais effectivement, si elle ne figure que sur une interface virtuelle et que toi, tu prends pas le temps en tant que dirigeant de faire de l'explication de texte derrière, c'est compliqué. D'ailleurs, je sais pas si toi, dans ta pratique, tu vois des entreprises qui sont câblées, enfin qui ont ces dispositifs dont on parle ensemble, c'est-à-dire des plans de rémunération variable et peut-être des accords d'intéressement de participation et qui pour autant et ben finalement n'en tirent pas les bénéfices escomptés dans le sens où les collaborateurs comprennent pas tellement le sujet. Je sais pas si tu accompagnes ce genre d'entreprises qui ont du mal à rendre efficients des dispositifs qu'elles se sont pourtant donné beaucoup de mal à déployer en fait. Alors on en parlera tout à l'heure, mais la version la plus extrême de ça, c'est les BSPCE, mais on ouvrira le chapitre tout à l'heure. En général, les variables, c'est assez bien compris.
À partir du moment où surtout quand ils sont dans le contrat de travail, qui sont bien fixés, c'est notamment, alors dans le milieu startup scale-up, c'est notamment lié au fait qu'il y a une culture des objectifs trimestriels qui est très forte. Donc en fait, vu que indépendamment du variable, on va fixer des OKR, typiquement Objective and Key Results, il y a que à mettre une couche de rémunération au-dessus de ça. Donc ça se passe plutôt bien. Intéressement et participation, c'est plus rare, mais je pense que c'est pour ça que je te posais la question. Je pense que c'est un déficit de connaissances sur le sujet, parce que, et moi j'étais le premier là-dedans, à penser que c'était pour des boîtes qui font du bénéf. Et en fait, une startup et une scale-up, c'est un secret pour personne, n'est pas rentable au début. C'est pas le jeu, c'est un jeu de croissance et après un jeu de rentabilité. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de fondateurs, de chefs d'entreprise, fondatrices qui savent pas qu'on peut utiliser cet outil comme un outil de performance collective, indépendamment du fait d'avoir atteint l'équilibre à la fin d'un exercice comptable. Donc, est-ce que c'est l'heure de parler des BSPCE, de cet outil complexe? Ben ouais, écoute, c'est l'heure d'avancer sur les BSPCE. Alors moi, ma spécificité, tu vois, c'est surtout les BSPCE, c'est plutôt du ressort des avocats fiscalistes. C'est un dispositif qui est mis en place par des plans qui sont savamment élaborés. Moi, quand on vient me chercher sur le volet droit du travail, c'est souvent qu'on me dit, en tant qu'employeur, tiens, j'ai un salarié qui me demande l'indemnisation de la perte de chance d'avoir pu activer le dispositif parce qu'il est sorti à un moment où il se trouve que il est plus légitime aujourd'hui à faire valoir cet outil. Donc en fait, moi je me retrouve devant les conseils de prud'homme à plaider l'absence de perte de chance, tu vois. L'élaboration des plans, c'est pas forcément moi qui m'en charge. Néanmoins, je connais un petit peu le dispositif et je sais que ça peut être difficilement lisible pour les collaborateurs. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai lu une étude qui disait qu'il y avait 75% de ces BSPCE qui devenaient caduques, en fait, qui n'étaient jamais utilisés. Donc finalement, je pense que les gens comprennent pas. Parce que juridiquement c'est complexe. Et puis peut-être qu'on prend pas aussi le temps d'expliquer tout le potentiel du dispositif. Est-ce qu'on peut, alors étant donné que ni toi ni moi ne sommes complètement experts de ce sujet, parce que c'est du parlais, effectivement, c'est un outil qui est financier, qui est fiscal, donc qui est complexe. Peut-être pour quelqu'un qui découvrirait un peu peut-être le terme, ou plutôt qui a entendu parler du terme et qui ne voit pas exactement ce que c'est, est-ce que tu veux qu'on tente une explication de texte à deux voix ? Ouais, très clair. Ouais. Alors, je te laisse commencer. Carrément. En fait, c'est un BSPCE, enfin des BSPCE, c'est pas au sens strict une action, c'est un droit en fait d'acquérir à un moment des actions à un prix qui est déterminé à l'avance. Voilà, donc en fait c'est un peu une option gratuite de faire valoir à un moment l'achat d'une action, et ce n'est absolument pas obligatoire, c'est-à-dire que si le salarié considère qu'il n'a pas envie d'activer le dispositif, il n'y sera jamais contraint. Et c'est un dispositif incitatif pour motiver les collaborateurs, parce que plus l'entreprise prend de la valeur, plus les BSPCE aussi, et donc le moment où ces actions pourront possiblement être rachetées sera favorable aux collaborateurs. Ouais. Et on peut dire quand même que c'est un sujet, c'est ce qui est terrible, parce qu'à la base c'est un outil incitatif. C'est l'idée de dire si j'en sais rien moi, si Blablacar devient une super boîte, vous en bénéficierez comme tout le monde parce que vous avez des actions. Alors pour être plus précis, vous avez la possibilité d'acheter les actions au prix qu'on a fixé à l'époque, et donc pouvoir faire une revente. Ça, après on rentrera dans les détails. Dans la réalité des faits, c'est un sujet de crispation énorme. Il y a des contentieux, il y a des balance ta startup de partout sur les BSPCE. C'est lié à quoi selon toi, qui effectivement est du côté qui est dans le vif du sujet des contentieux, où se passe l'incompréhension? Je pense que les collaborateurs entendent beaucoup parler de ces moments où tu as un licenciement qui intervient juste avant une opération de revente, ou juste avant une introduction en bourse, et donc des collaborateurs qui se retrouvent sur la sellette et sortis des effectifs. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu peut-être médiatiquement pas mal de communication sur ces situations-là, donc qui rend déjà à la base le dispositif un peu peut-être diabolisé, je sais pas.
Et puis, d'où ça vient. Alors, d'ailleurs, je me permets de te poser une question. Il y a aucun cas de figure dans lequel le BSPCE peut courir après la fin d'une période de travail ? Alors oui, mais c'est-à-dire que quand tu es sur le départ, tu n'as pas forcément... effectivement, normalement, tu peux quand même activer le dispositif et tu as un délai pour le faire. Classiquement, avec une date maximum de 90 jours, ça peut être davantage parfois, en fonction du plan et de ce qui est prévu dans le plan. Mais je pense que c'est pas forcément le bon timing. Je pense que les salariés qui sont sur le départ sont pas informés de la possibilité qu'ils ont de le faire. Et puis, je pense aussi que, clairement, dans ces moments-là, ils n'ont pas forcément ça à gérer et ils pensent pas à l'activer, quoi. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, quel est ton avis là-dessus ? Est-ce que toi, tu as assisté à la mise en place de ces dispositifs et à l'incompréhension qui en résulte ? Tout le temps. Par quel bout on prend ça ? Je pense que le problème numéro 1, c'est que le BSPCE a été pendant une période vendu comme la solution miracle simple à l'engagement, alors que c'est un dispositif effroyablement complexe. Je pense que le nœud du problème, c'est celui-ci. C'est qu'en gros, on voit donner des BSPCE aux salariés, et comme ça, si la boîte réussit, ils réussissent aussi. Fin. Ça, c'est la version romantisée. En fait, à partir du moment où c'est un outil financier qui est complexe, il rentre dans le même jeu de complexité et donc potentiellement de House of Cards et de trahison en série que tous les sujets d'actionnariat. Typiquement, vous montez une SCPI avec votre oncle et ça se passe mal, vous allez re-regarder les contrats, il y a 1000 manières de s'étriper. En fait, les BSPCE, c'est ça à l'échelle de toute une boîte. Donc, c'est-à-dire que, pour le dire de manière très concrète, l'erreur qui est faite, en tout cas que moi j'observe, c'est que souvent l'intention est très bonne, les contrats sont insuffisamment solides. Donc c'est-à-dire qu'on prend un truc qui passe en disant ça ira bien, mais le problème c'est que si on prend un truc qui passe en se disant ça ira bien, au moment où ça se passe mal, ça se joue à l'avocat ou l'avocate la plus précise dans ses capacités à lire entre les lignes du contrat, globalement. Donc ça c'est la première chose. Et deux, je pense que alors là, pour le coup, on parlait de la formation, de l'information. Là, c'est plus que de l'information, c'est de la formation. En fait, il faut arriver à prendre le temps d'expliquer précisément à tous les collaborateurs et collaboratrices qu'est-ce que c'est que des BSPCE, comment ça marche, et en gros, qu'est-ce qui se passe dans quelle situation et qu'est-ce que ça donne comme modélisation. Parce que je vous donne quelques exemples assez simples de ce qui peut être un quiproquo ou une forme de lost in translation qui va créer de la crispation inutile, alors qu'à l'origine, c'est un outil d'incentive. La première chose, c'est si vous avez déjà acheté des actions en bourse de n'importe quoi, Airbus, vous savez très bien que on peut jamais être sûr de ce qui va se passer. On achète une action, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baissant, est-ce que ça va machin, on n'en sait rien. Et bien malin qui peut le dire. Donc en fait, le problème, c'est que si on le met dans un plan de perks, donc d'avantages, et qu'on le présente essentiellement comme tel, on oublie la variable aléatoire et on crée de la déception. Ouais, mais en fait, j'ai des actions PayFit, etc. Trop cool, c'est trop bien, PayFit, ça a le vent en poupe. Ouais, mais en fait, ça s'est pas passé comme je voulais, et du coup, mes actions, elles valent rien. Bah oui. Bien sûr, comme dans la vraie vie, en fait, on ne peut pas le savoir. Il y a de l'aléatoire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, faut pas oublier, alors c'est un détail, mais que c'est des actions et c'est assez rare, et tu me diras si tu connais d'autres cas de figure, mais les actions ne sont pas toujours gratuites. C'est souvent une proposition d'achat d'actions à un tarif avantageux. Mais pour certaines personnes, même ce tarif avantageux, c'est pas possible en fait. Et ça crée un sentiment d'être lésé, alors qu'à l'origine, c'est une option de dispositif qui peut pas être prévue comme absolument tu vas devenir riche une fois qu'on part en bourse, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, comme on le met souvent dans la même catégorie que les actions, quand on parle de tout ça, en réalité, on se dit qu'on te donne peut-être des actions. Je sais pas d'où vient l'incompréhension, mais en réalité, ce n'est rien d'autre qu'un droit d'acheter des actions à un prix privilégié, en fait, de devenir actionnaire à un moment, sans l'être au début, Mais tout à fait. mais de le devenir postérieurement à un prix convenu d'avance, en fait.
Et c'est là où c'est en fait très très particulier et où on mélange une casquette et donc une posture de salarié avec une casquette et une posture d'investisseur. C'est que je prends ma casquette de salarié. Voilà, je prends PayFit tout à l'heure et je vais prendre Conto par exemple. Si on me dit ah t'as des BSPCE parce que t'as un super job et tout et que Conto a ouvert ses BSPCE, très bien, cool. Dans ma tête, si on me dit pas plus que ça, je vais me dire bah cool, là, quand Conto va être et d'ailleurs je sais même pas trop exactement comment, mais je me dis je vais bien faire de l'argent à un moment donné, sans me poser la question de est-ce que c'est une acquisition, une introduction en bourse, tous les trucs très compliqués de la finance. Si après, à un moment donné, on me dit, parce que j'ai pas lu le truc en détail, ok, tu peux avoir tes actions Conto, par contre, le prix auquel tu l'as fixé pour ton pool d'actions, c'est 10 000 euros. Je veux dire, quoi, attends, tu veux que je donne 10 000 euros à Conto, moi, salarié? Bah oui, parce que en tant qu'investisseur, c'est de l'investissement à partir d'argent que tu mets, quoi. Et c'est là où il peut y avoir beaucoup d'incompréhension. Donc, peut-être un conseil, parce que c'est quand même un formidable outil, hein, les BSPCE, c'est un triple conseil. Premier conseil, partez du principe que c'est un outil qui est compliqué et qui ne souffre très mal l'inexactitude. De la même manière que vous construiriez votre equity story avec vos associés, vous savez très bien que il y a peut-être vous le savez pas d'ailleurs, mais il y a des exits de start-up où ça se passe hyper mal, hein, parce que le contrat est fait d'une manière et à la fin les contentieux sont faits d'une telle manière que il y a le fondateur qui se retrouve avec une main devant, une main derrière, alors que la boîte a été vendue 100 millions. Il y a plein de clauses qui existent. Si vous n'êtes pas rentré là-dedans, vous seriez surpris. Il y a des clauses du genre dernier arrivé, premier servi, etc. Enfin, il y a tout un monde dans lequel, entre guillemets, ça peut se passer de manière moins logique que ce qu'on imaginerait qu'il se passe. Et ça, c'est une question de clause, de contrat de sortie, de machin, de bidule. Donc déjà, plus votre contrat est en béton armé, plus vous êtes capable d'assurer ce qui va se passer. Deux, essayez de penser votre BSPCE comme un pool d'actions potentielles au sein d'un pool plus grand et de comprendre comment, comment ce pool-là va se comporter dans une situation X ou Y. Dit autrement, si vous avez mal négocié avec votre board et qu'il y a un cas de figure dans lequel vous faites un exit, mais ils ont fait un petit tour de passe-passe, bon, peut-être parce qu'ils sont un peu mal intentionnés, j'en sais rien, on va prendre le scénario du pire, et vous êtes obligé, vous, d'expliquer à tous les gens de votre boîte qui avaient des BSPCE, ah non, mais en fait, t'as rien du tout. Quoi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce qui s'est passé, c'est que leur avocat est meilleur que le nôtre. J'en sais rien, tu vois. Et donc, ça, faut le préparer en amont. Et le dernier, peut-être, c'est préparer dans votre onboarding du temps pour former les gens à comprendre ce que c'est que les BSPCE. Ne leur laissez pas pensez pas que c'est leur responsabilité parce que ils vont modéliser le fait que vous avez essayé de les enfumer, alors que c'est pas ça qui s'est passé. C'est juste que c'est un dispositif compliqué. Et je me dis même, parce que tu vois, ces plans, ils sont toujours hyper complexes et complètement illisibles, donc finalement, les collaborateurs passent pas tellement de temps dessus. Je me dis, est-ce qu'il faut même pas un manuel à destination des salariés, peut-être avec une infographie, un truc un peu simple, pour comprendre ne serait-ce que les périodes, le vesting, enfin, tu vois, tous ces moments qui se déclenchent et voilà, un peu la technicité du dispositif vulgarisé, quoi. Tu vois. Ah oui, je connais des boîtes qui font ça très bien, en interne. Mais je connais pas d'outils qui permettent de le représenter facilement. Mais effectivement, c'est un truc d'investissement en fait. Donc, typiquement le vesting, si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est normal parce que c'est un terme d'investissement, mais vous devez savoir ce que c'est parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une situation à pas trop comprendre ce qui s'est passé. Et même, je vous donne juste un exemple, la boîte à laquelle je pense, dès qu'il y a une nouvelle levée de fonds ou qu'il y a donc du mouvement dans le pool d'actions, ils expliquent ce que ça veut dire pour les BSPCE. Donc voilà, là il y a eu une dilution, donc ça veut dire que nous autres fondateurs, on se retrouve avec tel mouvement, donc ça veut dire que dans le pool d'actions de BSPCE, c'est à tel mouvement, mais vu que la valo de la boîte est passée à temps, voilà ce que ça veut dire, etc. Oui, mais c'est ça, parce qu'en fait, si tu veux, entre les tours de table, les salariés n'ont pas forcément la valeur, enfin, il peut se passer du temps entre les tours de table, et pendant cette période temporelle, les gens ne savent pas, en fait, comment évolue la valeur de ce dispositif dont possiblement ils peuvent bénéficier, en fait, tu vois. Mais pour finir sur une note très très positive, pour prendre une entreprise que tout le monde connaît, je peux en parler parce que c'est public, Litchi,
donc qui a été montée par Céline Lazorte. C'est une entreprise dans laquelle il y avait des BSPCE ouverts. Alors, je ne sais pas si c'est des BSPCE ou un autre outil, mais en gros, une ouverture des actions aux salariés, dans lequel les BSPCE étaient très, très, très ouverts à beaucoup de monde. Et donc, le moment où il y a eu une sortie de Litchi qui a été rachetée, il y a eu une vraie fête avec tout le monde parce que tout le monde a quelque part eu la manifestation de tout de ce travail pendant des années, quoi. Donc, c'est vraiment des jolis moments d'entreprise aussi. Du coup, alors toi, comment tu interviens? Tu es sollicité typiquement sur ce genre de sujet, c'est-à-dire aider à faire de la pédagogie auprès des collaborateurs, ou former les managers à expliciter ces dispositifs. Est-ce qu'on te sollicite sur ces sujets-là? Alors, c'est rigolo, pas du tout. Je rencontre beaucoup de DRH, de founders, d'experts de la finance, et donc on est très exposé, je dirais, à ça. Je suis très exposé à ça. Mais en revanche, ce qui est un peu en creux, et la raison pour laquelle moi je suis ravi de faire cet épisode avec toi, c'est que une grosse partie de notre métier, il y a deux grosses parties de notre métier. La première, c'est d'essayer de faire en sorte que tout le monde, d'un point de vue leadership, dans une startup ou une scale-up, soit à 100% de son potentiel. Donc, soit un excellent leader, excellente leader. Et ça passe par deux choses. Ça passe par une compréhension, enfin plein de choses, mais deux choses qui nous concernent là. Une compréhension très forte du contexte dans lequel on est, et donc du contexte dans lequel est la boîte, et de comprendre comment fonctionnent les leviers pour engager ces équipes, et des leviers qui soient sains. L'idée, c'est vraiment de comprendre ça. Et typiquement, la rémunération, les packages, le variable, ça fait partie des outils. Je donne juste un exemple. Moi, j'ai eu un CEO en coaching qui me disait, je vais le citer, hein, il me disait: Alexis, je suis épuisé, là j'ai l'impression qu'on brûle des phénix. Alors, je trouvais l'expression rigolote, donc je me disais: qu'est-ce que ça veut dire? Il me disait: on a des profils qui sont incroyables, on recrute super bien, mais on n'arrive pas à grandir, passer 50 personnes, je crois, parce que après ils finissent par partir. Et qu'est-ce que je fais mal en tant que manager? Qu'est-ce que je fais mal en tant que leader? Qu'est-ce que je peux en comprendre? Et moi, j'accède à sa requête, hein, on était en coaching, quoi. Donc imaginez, je sais pas si je suis du côté coach sportif ou thérapeute, mais un peu des deux, parce que c'était triste. Et en fait, on cherche, il réfléchit, c'est quelqu'un qui se met beaucoup en question, remet beaucoup en question. Et en fait, à un moment donné, je dis: mais cette personne, elle est payée comment par rapport au marché, là? Ah, en fait, ouais, non, machin. Il rentre un peu sur un petit chemin de traverse, et je fais: et elle part pourquoi? Ah, mais non. Et en fait, on ouvre deux portes. La première, c'est que ce fondateur ne fait pas d'exit interview. Donc en fait, ne sait pas quand quelqu'un part pourquoi les gens partent, parce que ça lui fait mal émotionnellement, enfin tout un tas de sujets qu'on a vu en coaching du coup après. Et le deuxième, c'est que les gens sont pas bien payés. En gros, pour le dire autrement, c'est très facile de trouver un job mieux payé ailleurs. Dans ce job-là. Et là, dans ces cas-là, on dézoome la position de dirigeant et de manager en intégrant toutes les données. Et je disais donc à cette personne-là, non mais la première chose, c'est un sujet de coaching, faut faire des exit interviews parce que c'est ce qui te permet de comprendre ce qui motive ou démotive tes collaborateurs et collaboratrices, parce qu'en fait, plutôt que de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour mes collabs, faut leur demander. C'est là où typiquement on fait des bonnes actions plutôt qu'un baby-foot. Ça, c'est la caricature startup. Alors en fait, tout le monde est en burn-out, mais moi je pense qu'un baby-foot, ça va les aider. Non, tu vas demander aux gens ce qui se passe et essayer de comprendre. Et l'autre partie, c'est oui, la REM ou les variables, c'est des outils d'engagement comme les autres, et ça fait partie du job d'un dirigeant, d'une dirigeante ou d'un manager que de comprendre qu'est-ce que je peux faire pour engager mes équipes, ou qu'est-ce qui peut démotiver mes équipes. Et c'est plutôt dans cette partie-là qu'on connaît ces outils-là, quoi. D'accord. Ok. Et quand tu vas intervenir dans la vie de l'entreprise, est-ce que tu as, je ne sais pas si tu as réussi à identifier un moment particulier où on fait appel à toi de façon structurelle parce que on est dans un moment de la vie de l'entreprise et de la croissance qui fait que tu as des demandes récurrentes à ce stade-là, ou en fait ça peut venir à tout moment et il n'y a pas forcément de règles que tu as réussi à dégager jusqu'à présent? Nous, alors j'ai deux cas de figure auxquels je vais donner des petits noms charmants. Il y a un cas de figure, c'est le cas que je vais appeler aide-nous à passer from good to great. Donc aide-nous à passer en MBA. En fait, donc là, la boîte, elle va faire, je sais pas, 50 personnes, 100 personnes, un truc comme ça. Ils sont super bons, super bonnes, tout le monde est super doué, mais on sent qu'on n'est pas au niveau NBA.
Ce qui est normal. Pour passer from good to great, donc de bon à excellent, c'est du boulot quand même. Et là, en fait, on vient aider les dirigeants, les dirigeantes à passer ce cap. On vient former les managers pour qu'ils soient vraiment des relais hyper forts de l'entreprise et on les aide à passer au cap du dessus. Donc typiquement, j'en parlais, Payfit, on les connaît très bien parce que voilà, on les accompagne depuis 4 ans et au début, ils n'étaient pas 1000 comme ils sont maintenant et c'est vraiment fantastique de regarder ça. Quand ils sont déjà great, en général, ils n'ont plus besoin de nous, ils font autre chose. Avant good, il y a la logique de prends le temps quand même de structurer. Et ce que j'aime bien leur dire, c'est si tu n'as pas levé de fonds, que tu n'es pas rentable et que tu as quelques milliers d'euros à mettre, les mets pas chez Yaniro, mets-les dans de la pub ou un commercial ou quelque chose qui rapporte des sous parce que fais déjà les fondamentaux. Mais alors, pour faire ce jump-là, en fait, ça match avec un nombre de salariés, avec un chiffre d'affaires, avec quelque chose que tu peux, une sorte de données un peu que tu identifies, en fait? Oui, en général, c'est alors, soit post-levée de fonds, soit post-première rentabilité. Parce que, en fait, soit je suis rentable, donc ça veut dire que des clients croient en moi, donc ça veut dire que le modèle, il marche d'une manière ou d'une autre, soit si c'est quelque chose qui est plus compliqué que ça, qui nécessite de l'investissement. Je pense à, par exemple, un de nos clients qui est super, c'est Pascal. Alors, si vous connaissez pas Pascal, avec un Q, ils font des ordinateurs quantiques. Et en fait, dans les ordinateurs quantiques, qui est un sujet que vous connaissez, qui est très, très, très dans le futur, le fleuron est français. Et c'est Pascal. Et c'est une boîte fantastique. Et donc, eux, ils sont évidemment pas rentables. Ils sont encore en train de faire de la recherche. Mais par contre, ils ont levé des fonds, beaucoup. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui leur font confiance. Donc, c'est probablement le marqueur numéro 1. Et le deuxième cas, c'est les crises de croissance. Oui, les crises de croissance, ouais. Ouais, qui sont nombreuses. Ouais. Ouais, et donc là, qui peuvent se produire à tout type de stade de la vie de l'entreprise, quoi. Oui, et puis mais ça a tendance à être un peu toujours les mêmes. Globalement, dans les crises de croissance très classiques en start-up ou en scale-up, il y a les conflits d'associés. Où nous, on arrive juste avant les avocats. On essaye de rabibocher tout le monde ou d'aligner tout le monde, parce qu'évidemment, c'est très dur. Et ça, c'est peut-être un des plus grands tabous de l'écosystème startup scale-up. Il y a une casquette de médiateur, en fait. Ouais, c'est ça. Tu as fait une formation en médiation qui te... Oui, on connaît bien ces outils, effectivement, qu'on utilise en plus de ceux du coaching. Mais on ne fera pas de la médiation au sens qui est l'étape d'après, en fait, concrètement. Ça, après, on passe la main. Il y a un très, très grand classique qui est le moment où on se rend compte que, je vais dire les choses de manière pas très gentille, mais où les managers sont pas bons du tout. Ce que je disais, en fait, on a des gens qui sont super bons, mais en contributeur, en contributrice individuelle. La boîte grossit, on les nomme managers parce que c'est les meilleurs. Le problème, c'est que le management, c'est un skill set qui est très compliqué à apprendre et qui est long et où les erreurs coûtent très cher. Et en fait, il y a d'un coup, on se réveille, on se dit attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? La performance a baissé, le turnover a augmenté. Je commence à avoir des histoires peut-être sur Balance ta startup dans lesquelles est plus grave et on comprend pas. On se dit mais c'est bizarre. Attends, Riri, Fifi et Loulou, c'était les meilleurs de la boîte. On les a mis en manager et en fait ça se passe pas bien. Oui, c'est parce qu'il faut les former. Donc ça, c'est un classique de crise de croissance aussi. Ok, donc écoute, on est en train de se dire que l'intéressement, le variable, la participation, toutes ces données-là, ça suffit pas finalement. Ah oui, c'est un outil, mais c'est ce qui est très drôle, si je renvoie un petit peu les choses, quand je reprends mon exemple du CEO qui me disait je comprends pas, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux être un excellent leader pour éviter d'avoir des gens qui partent, paye-les bien. Enfin, il faut les deux. Et je pense qu'effectivement c'est important. Peut-être on va pas faire un épisode entier, je pense, là-dessus, parce que ça serait encore un autre sujet, mais on peut peut-être dire qu'il y a des outils de motivation qui sont non financiers. Peut-être par exemple la politique de télétravail, ça c'est quelque chose qui est très valorisé, ou potentiellement des choses comme une très bonne mutuelle, le congé second parent, enfin il y a beaucoup de choses qui rallongeaient plutôt, pas tout ce qui est juste dans le cadre de la loi. Enfin, il existe quand même un certain nombre d'outils qui permettent de témoigner que l'entreprise a envie de mettre les collaborateurs et les collaboratrices dans de meilleures dispositions. Nous on travaille de plus en plus sur les sujets de les chartes de télétravail. Maintenant, post-Covid, c'est complètement généralisé, hein. Toutes les boîtes avec lesquelles on travaille en ont une. Il y a de plus en plus de sujets qui même d'entreprises qui même déploient ça sur des dispositifs à l'étranger pour donner encore plus de souplesse à la mobilité de leurs collaborateurs.
Et puis, on voit aussi se développer, là on est en train de travailler avec une entreprise au cabinet sur la semaine de 4 jours. Ça aussi, c'est des dispositifs d'organisation du temps de travail hyper intéressants qui permettent d'être complètement motivants pour les collaborateurs. Je crois qu'il y a 65% des salariés, ce qui est finalement pas énorme en fait, 65% des salariés qui s'y disent favorables. Donc sans doute qu'ils voient aussi possiblement des écueils et une charge de travail condensée et assez synthétique sur les jours restants. Je sais pas si c'est ça les interrogations, mais en tout cas, quand même globalement, il y a un accueil assez favorable à ces organisations du temps de travail et du fonctionnement de l'entreprise un peu nouvelle, qui peuvent véhiculer une image plus moderne et plus attractive. Oui, tout à fait. Parce que j'en parlais, hasard complet, mais j'étais en coaching avec un CEO juste avant cette interview et on en parlait, on me posait la question. Je considère vraiment qu'une politique de travail à distance bien faite, bien ficelée, qui est juste, qui permet aux collaborateurs, collaboratrices d'avoir de la flexibilité, parce qu'on n'y pense pas, mais le remote, c'est ce qui permet à des jeunes parents de passer du temps avec leurs enfants, c'est ce qui permet à des gens qui habitent loin de ne pas passer leur vie dans les transports, ça permet à des gens qui ont des passions qui prennent un peu de temps. Je sais pas, on parlait de marathon, je dois préparer un marathon, je dois courir beaucoup, bon bah voilà. C'est ce qui permet à ces gens d'avoir de la flexibilité et c'est hyper valorisable, hyper valorisé et c'est probablement quelque chose que toutes les entreprises qui ne peuvent pas se permettre de payer très au-dessus du marché devraient faire en place parce que c'est vraiment, ça a beaucoup de valeur pour les gens. C'est un élément de différenciant fort qui peut peut-être justement compenser un salaire qui est légèrement en dessous du marché, quoi. Oui, tout à fait. Et moi, ce que je rajouterais dans les outils, parce qu'on pourrait en parler de plein, la salle de sport, le machin, enfin des petits avantages, mais à la limite, c'est peut-être anecdotique. La data est très claire sur le sujet, sur le turnover. Enfin, en gros, quand quelqu'un quitte une entreprise, pourquoi la raison numéro 1, c'est des raisons financières. C'est en gros, si je peux facilement gagner plus, souvent, je vais aller gagner plus. Très, très vite derrière, c'est un problème avec un manager. Donc, en fait, la plupart des gens quittent pas une boîte, ils quittent un manager. Donc, ce que vous pouvez faire en tant que chef d'entreprise, pour ça, très facilement, on l'a déjà dit 10 fois, c'est former, soutenir, développer vos managers pour s'assurer qu'ils ne font pas les apprentis sorciers dans votre boîte, en fait, concrètement, parce que les gens vont partir. Ouais, ok, très clair. Je pense qu'on a fait un bon tour, non ? Ouais, Est-ce il est l'heure qu'on arrive à la fin de l'interview. Alors, on a forcément chacune des petites traditions de fin d'interview. Peut-être 2 mots pour donc là, si on est du côté Yaniro, tu nous ferais 2 mots sur ton podcast Droit Devant pour qu'on sache ce qu'on peut y retrouver si on va écouter. Et quel épisode tu conseillerais en premier ? Oui, alors il y a effectivement, donc sur Droit Devant, on aborde toutes les thématiques qui ont été traitées aujourd'hui. Il y a notamment un épisode sur, je crois, les 10 questions qu'on se pose quand on met en place un plan de rémunération variable. Il y a des épisodes qui concernent le télétravail, il y a des épisodes qui concernent la protection des inventions du salarié avec un avocat en propriété intellectuelle qui est venu parler sur le sujet, hyper intéressant. Il y a quand on envisage d'accorder un statut de cadre dirigeant à certains des collaborateurs de l'entreprise, comment on s'y prend. Donc il y a un épisode là-dessus. Voilà, il y a des épisodes aussi conversationnels et puis des épisodes un peu plus juridiques. Mais voilà, je te cite les principaux. Là, celui sur la construction de la rémunération variable match parfaitement avec le sujet du jour. Puis ensuite, sur tout un tas de ressources, moi j'adore suivre Christelle Defoucault, qui est toujours hyper pertinente, formatrice, conférencière, autrice, qui intervient et qui prend régulièrement la plume sur des sujets super intéressants. Je suis beaucoup aussi sur les réseaux Insa Felassini, dont je découvre avec délice le premier bouquin Autune citoyenne qui a écrit, donc qui a une plateforme qui s'appelle Ma Juste Valeur pour aider les femmes à briser le plafond de verre et à mieux négocier le repositionnement salarial. Donc elle est à la tête de Lean in France, c'est-à-dire le mouvement initié par Sheryl Sandberg qui pourrait littéralement se traduire par En avant toutes. Donc c'est pour aider les femmes à revaloriser leur salaire et lutter contre le plafond de verre. Donc je vous invite à les suivre si ça vous intéresse. Elles sont toutes les deux très pertinentes.
Ça me donne envie de le lire en tous les cas, vraiment. Je ne connaissais pas, donc je le lirai. Et puis alors de mon côté, la petite tradition dans Droit devant, je serais tentée de te poser la question, Alexis, et comment est-ce que tu vois le monde du travail de demain ? Alors comment je vois le monde du travail de demain ? Moi, il y a beaucoup de choses qui m'enthousiasment. J'ai beaucoup d'enthousiasme pour le monde du travail de demain parce que je n'en ai pas parlé là, mais de formation, je suis psychologue du travail avant même d'être coach. D'accord. Et déjà, je trouve que, alors malheureusement pour des sujets un peu difficiles, mais que toutes les discussions qu'on a autour de la santé mentale dans la période actuelle, c'est incroyable. J'aurais pas rêvé ça à l'époque où j'étais sur les bancs de la fac, hein, globalement, mais voilà, qu'il y a des solutions qui permettent, je pense de travailler de la santé mentale. Je pense à Mocha Care qui permet d'ouvrir ces sujets-là en entreprise, le fait que ça devient quelque chose de moins tabou dont on peut parler, je trouve ça formidable. Donc ça, c'est vraiment sur la santé mentale pure et dure. Autre chose que je trouve très intéressant, c'est, alors je suis forcément teinté de l'écosystème Startup Scale-up, mais il y a des environnements, ce n'est pas le cas du tout de tous les environnements du travail, dans lesquels je pense que le rapport de pouvoir entre employeur et employé, c'est même pas qu'il s'équilibre, c'est qu'il devient plus lisible. Moi, je suis de 88, je viens de la génération qui a été élevée par les guignols de l'info où on m'a dit bon bah t'auras le chômage. Enfin, le monde du travail va être un peu dur. Bon, c'est un petit peu cynique évidemment, mais et je vois des jeunes gens qui sont sur un marché du travail où ils comprennent un peu mieux quel est leur poids. Est-ce qu'ils sont désirables ? Est-ce qu'ils sont sur des compétences qui ont besoin d'être complétées pour être désirables dans le monde du travail ? Donc quelque chose qui est un peu plus qui comprend un peu la danse avec l'employeur, et ça me ravit beaucoup, notamment parce que ça permet des choses que je trouve fantastiques en France, comme le fait d'avoir des voies de développement qui sont peut-être un peu différentes de l'élitisme à la française qu'on connaît, et ça continue, hein, c'est bien. Moi, j'ai beaucoup d'amis polytechniciens, je sais qu'ils sont fantastiques, hein, mais qu'il y ait des gens qui peuvent se dire moi en fait j'ai pas beaucoup d'études, mais j'ai quand même fondé quelque chose de super. Moi, je trouve ça très bien, et peut-être pour terminer sur quelque chose qui est entre les deux, pour peut-être un point d'attention, je trouve ça très bien que le monde du travail se flexibilise, que ce soit avec le remote ou avec la flexibilité de certains contrats de travail. Il y a des gens qui recourent à du travail partiel, je pense, un truc qui est pour autant très répandu en Suisse ou en Allemagne, par exemple, travailler au 4/5e, au 3/5e. Et c'est vachement bien parce que ça permet d'avoir des vies qui sont équilibrées différemment, et ça, c'est formidable. Des gens qui s'adonnent à une vie en freelance ou des choses comme ça, et ça, c'est super. Point d'attention quand même, je pense que c'est important d'être très vigilant, de voir où commence la flexibilité qui crée beaucoup de valeur et où commence la précarisation du travail. Et je pense que voilà, en France, on a une tradition d'essayer de faire en sorte que ce soit un pays dans lequel il fait bon travailler, avec tout ce que ça crée des fois comme point de bras de fer entre la France et la France. Ouais. Mais je pense que c'est important de se dire voilà, comment on arrive à être dans un monde qui permet à plein de gens de vivre leur vie comme ils l'entendent, d'un point de vue professionnel, quand ils le peuvent, tout en évitant que ce soit 10% des gens qui puissent faire ça pendant que 90% voient leur vie précarisée. Ok, écoute, merci beaucoup pour cette vision que tu nous partages, et puis merci pour cet échange hyper. J'ai beaucoup aimé cet épisode croisé, donc voilà. Merci beaucoup pour cette première d'épisode croisé, Marie-Laure. Et puis, droit devant, si vous voulez découvrir Marie-Laure. Et puis, The Human Factor de Yann Hiro, si vous voulez découvrir la suite des épisodes. Et puis, on se dit à la prochaine. Ouais, merci Alexis. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yann Hiro Wiki. Allez tout simplement sur www.yannhiro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et